Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis ici vers Mâcon pour vous présenter le nouveau Hyundai Santa Fe. Ouais, comme vous pouvez le voir, il a bien changé. Déjà, son restylage d'avant avait totalement changé. Et là, encore. Ce que j'aime bien chez Hyundai, c'est que quand ils font du design, ils disent pas venez, on change un petit bout de phare par-ci, par-là. Quoique, sur le Tucson, c'est ce qu'ils ont fait. Mais là, ils ont dit non, venez, on change tout. Je vais vous présenter cette voiture en détail, comme d'habitude. On va pouvoir voir dans toutes les conditions, autoroute, nationale, départementale, petite route. Voiture hybride rechargeable, donc je vais tester l'autonomie de la batterie et ensuite on va voir les consommations lorsqu'on passe en hybride. Petit truc, c'est que maintenant je vais rajouter de temps en temps des liens dans la description qui vont vous permettre d'aller essayer ces voitures. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien, ça vous permettra de demander gratuitement un test de cette auto si ça vous tente. Ça ne sera pas que avec Hyundai, ce sera un petit peu avec toutes les marques. Je vais essayer de développer ça petit à petit pour faire en sorte que vous aussi, vous puissiez prendre ma place au conducteur. Bon, le Santa Fe, c'est sa 5e génération. Il est apparu en 2000, le tout premier. Il s'en est vendu 6,5 millions d'exemplaires de nom Santa Fe dans le monde et 55 000 juste en France. Cette fois-ci, ça devient un véhicule 7 places. Ce sera dans tous les cas un 7 places et dans tous les cas un hybride rechargeable. Alors, hybride rechargeable, pour quelle raison? Parce que niveau fiscalité en France, c'est beaucoup plus avantageux d'avoir une grosse batterie et de pouvoir le recharger, puisque niveau émissions de CO2, ça réduit énormément. Comme c'est un véhicule un petit peu plus lourd, en France, on taxe les véhicules qui sont un petit peu trop lourds. Donc, comme c'était une version 7 places, en hybride simple, ça prenait du malus au poids qui donnait quasiment le prix de la version hybride rechargeable. Donc ils se sont dit, on va vous proposer seulement la version hybride rechargeable, ce qui est plutôt intelligent. Cette fois-ci, il fait 253 chevaux, toujours avec le moteur 4 cylindres, 1,6 litre et la boîte 6 rapports. Bien sûr, boîte automatique, on a 160 chevaux en thermique et 98 chevaux en électrique. Donc 98 chevaux pour le quotidien en électrique, vous verrez, ça suffit largement. On a un 0 à 100 qui est abattu en 9 secondes 3. Pour une voiture familiale, c'est relativement correct. On a une batterie de 13,8 kWh située à l'arrière qui nous donne 58 km en cycle mixte en WLTP ou 69 km en cycle plutôt urbain. On verra ce que ça donne. Bien sûr, je vous fais un test avec même de l'autoroute à 130 km/h pour me rendre vers Lyon. Au niveau de la charge, on mettra environ 3h30 sur une prise 3,5 kW. Niveau taille, on a un bébé qui fait 4,83 m, c'est 6 cm de plus qu'avant, 1,90 m de large, ça reste la même chose, et 1,77 m de haut, c'est 4 cm supplémentaires. Donc on va voir ce que ça donne aux places arrière, surtout voir si on a plus d'espace qu'avant. Pourtant, l'ancien Santa Fe était déjà assez généreux, je vous en avais fait une vidéo avec 6 autres personnes à l'intérieur, on était 7, on était partis en vacances avec, c'était très sympa. Un empattement également qui était rallongé de 5 cm pour encore plus d'espace, on va voir ce que ça donne surtout au 3e rang, c'est là que ça m'intéresse le plus, et c'est 5 cm de plus à 2,81 m. Au niveau du poids, puisqu'on a parlé un petit peu de poids juste avant, 2090 kg pour cet engin, donc hybride rechargeable. On pourra remorquer également 750 kg en non freiné et 1110 kg avec une remorque freinée. Vous l'aurez peut-être vu, il y a des barres de toit sur l'eau qui peuvent supporter également jusqu'à 100 kg. On peut mettre une tente de toit, dormir parce que ça se fait de plus en plus, ça par exemple. On retrouvera une garde au sol de 17,7 cm et un diamètre de braquage de 11,40 m, ce qui est plutôt correct pour un engin de cette taille. Et en gros, ce qui permet d'avoir tout ça, c'est une plateforme partagée avec le Tucson qui vient tout juste d'être stylé, que je vais essayer dans une prochaine vidéo, soit elle y est déjà, soit elle arrive très prochainement sur la chaîne. La voiture sera disponible en 10 couleurs, là on a dans un gris assez simple, c'est pas celle qui la rend la plus impressionnante, elle existait en blanc aussi. Alors comme je me suis pris de la pluie, je me dis je vais prendre un gris comme ça, on verra un petit peu moins les saletés dessus, mais ce gris métallisé la rend un petit peu discrète malgré le fait que ce soit quand même une voiture assez impactante visuellement. Au niveau des intérieurs, on aura le choix entre 4 intérieurs différents. Aujourd'hui, je vous en présente un noir. On a plusieurs finitions également. Intuitive qui sera l'entrée de gamme qui commence d'ailleurs au niveau tarif à partir de 57 500 €. Ensuite, on aura la créative, la exécutive et la calligraphie qui sera la version la plus haut de gamme. À votre avis, calligraphie, on sera à combien? Faites-vous une petite idée comme ça, je vous laisse imaginer dans votre tête. 3, 2, 1, on sera à environ 70 000 € pour la version la plus optionnée.
Alors là, on va pouvoir parler design parce que là, il y a de quoi faire et on va voir que le H est devenu très commun sur cette voiture. On commence par l'avant, donc un pare-brise qui est assez relevé avec un angle, on dirait qu'il est à 45 degrés, mais surtout, donc, on commence déjà par de grosses barres de toit sur le haut, ensuite une partie qui plonge sur cette partie qui vient sur ce pare-brise. On a un affichage tâteau ici, les caméras là pour avoir les aides à conduite, conduite de niveau 2, tout ça vous connaissez chez Hyundai, ils savent plutôt bien y faire. Un capot très à plat, un petit peu comme les 4x4 d'époque, donc qui nous donne vraiment ce côté vraiment SUV, juste de niveau avec un petit pli sur le côté qui vient se fondre au niveau du bloc optique. Très simple, le logo Hyundai ici, très à plat, fin, découpé, je trouve ça plutôt joli. Et ensuite, ce qui est un petit peu repris du Tucson, c'est ces facettes ici qui sont brillantes, donc qui donnent un côté métallisé, un petit peu chrome métallisé. Alors, il ne s'allume pas comme sur le Tucson, mais ça nous amène à ces blocs optiques ici. Alors, à l'avant, là, on peut voir qu'on a le H avec deux points et une barre au milieu. Ça, on va le retrouver un peu partout sur cette voiture. Et on peut voir que du H, il y en a partout parce qu'on a ce H là, on a ce H là étiré également, mais ce sera surtout beaucoup de formes verticales et horizontales. On n'a quasiment pas d'arrondi en fait sur cette voiture. C'est tac, 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 là, 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 comme ça. Et en fait, à part le logo qui est arrondi, non, tout est vertical ou horizontal. Donc ensuite, en dessous, on a une petite entrée d'air ici, des entrées d'air ici avec des volets qui s'ouvrent et qui se ferment pour jouer sur l'aérodynamisme également. Une caméra en plein centre puisqu'on a un pack de caméra 360 degrés haute qualité. Ensuite, pareil sur le bas, des grilles qui s'ouvrent avec le radar ici pour les aides à la conduite, des capteurs de parking, puisqu'on a bien sûr les caméras, mais en plus les capteurs de proximité. Le H ici qui est rappelé, donc couleur carrosserie. Des petits rideaux d'air ici pour jouer également sur le côté aérodynamique, parce que comme vous pouvez le voir, hein, c'est quand même un gros bébé. Sur le bas, on a une lame qui est repeinte couleur carrosserie sur cette finition. Ensuite, du plastique, selon les finitions, ça pourra varier, avoir plus ou moins de plastique sur cette partie avant. Sous le capot, comme je vous disais, ce moteur 4 cylindres qui est repris de l'ancien Santa Fe, également du Tucson, et qui se partage sur énormément de voitures chez Hyundai et dans le groupe. Alors sur le côté, 4,83 m, c'est long. Mais si c'est long, c'est que c'est bon, parce qu'à l'intérieur, on va avoir beaucoup de place normalement. J'ai hâte de vous emmener aux places arrière. Je ne les ai toujours pas visitées, le troisième rang en tout cas. Je vous attendais pour ça. Donc voiture assez longue, beaucoup de surface vitrée, on peut le voir là, toute cette partie. Alors là, il y a un vrai décrochage entre ces vitres-là et ces vitres-là qui donne un petit peu de style également. Les barres de toit qui paraissent très massives sur le haut. Donc pareil, on a presque encore un petit H ici avec ce double rappel. Donc on peut voir que les barres sont hyper longues. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis un support supplémentaire ici pour rigidifier le tout. Très carré, hein. Vraiment, c'est hyper carré. On a des formes avec surtout des lignes, pas des arrondis. Même au niveau des arches de roue, on a mis des zones droites. Et un petit arrondi quand même parce que la roue est ronde. J'en suis sûr que s'ils avaient fait des roues carrées, si ça pouvait rouler, ils l'auraient fait. On a deux styles de jantes différents, du jante à chaque fois en 20 pouces, freinage à disque à l'avant et à l'arrière. Bien entendu, on a des pneus Kumho aujourd'hui qui ont plutôt une bonne accroche. C'est des Exta PS 71. J'avais essayé moi à l'époque sur une de mes voitures et Kumho font des pneus plutôt pas mal, surtout quand on prend des versions assez sportives. Sur le côté, on a un petit rappel Santa Fe, juste ici, qui nous met un petit badge. Les entourages toujours en plastique. Bon, ça c'est pour donner le côté baroudeur à tous ces SUV. Pareil, la partie basse, mais avec une baguette ici qui est repris couleur carrosserie. Des grosses poignées type frigo. De ce côté-là, le réservoir, on pourra mettre 47 litres d'essence. Voilà sur le côté, hein, quelque chose d'assez simple en fait, c'est surtout ça. Et les entourages autour des roues qui ça donne encore une sensation de roue beaucoup plus grande. Et ça, c'est ce que les designers aiment bien, c'est justement accentué autour des roues. Alors, le 3/4 arrière de cette boîte, puisque pour moi, c'est vraiment une boîte ou un immeuble, parce que là, c'est vraiment ultra vertical dans tous les sens. Un petit coup de 3/4 comme ça, vous faites une idée de ce que ça donne. Et ensuite, je vais vous mettre plein arrière. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, j'attends vraiment vos commentaires, parce que je pense que là, ça donne un avis vraiment très tranché. Vous qui me connaissez un petit peu d'ailleurs, n'hésitez pas à votre avis et essayer de deviner ce que j'en pense. Est-ce que j'aime bien ou est-ce que je n'aime pas? Ah ah, devinette.
Car on peut voir que c'est un petit peu arrondi de cette façon et qu'on a les ailes à l'arrière ici qui dépassent un petit peu comme certaines voitures de sport pour justement accentuer un petit peu les hanches à cet endroit-là. Alors, l'arrière de cette voiture, mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? Est-ce que c'est une voiture ou un van? Parce que quand on le voit de l'arrière, personnellement, si on m'avait montré que cette face-là, j'aurais dit oui, c'est sûrement un van 9 places, par exemple, parce que ça a vraiment ce look totalement différent. Et en fait, non, c'est une sorte de SUV, ouais, très atypique. Antenne type requin là-haut, petit béquet ici, le troisième faux stop intégré ici, vitre vraiment verticale et bien joué Hyundai, l'essuie-glace caché juste ici. Alors, est-ce que je peux aller chercher comme ça? Non, il faut le déployer. Le logo Hyundai là et le Santa Fe qui est écrit en très gros en plein centre comme ça avec toujours ces lettres très fines tout comme ce badge. Et on a le petit rappel plug-in ici pour nous rappeler que c'est une version hybride rechargeable. Ensuite on arrive à ce bandeau également, on retrouve du H. Le H, le même qu'à l'avant mais sur les phares arrière. Alors un petit peu plus aplati. Au centre, une caméra de recul, de quoi ouvrir le coffre juste ici avec une poignée spécifique. Ensuite, on retrouve peinture couleur carrosserie, un petit peu en bas également avec les capteurs. La caméra donc elle est positionnée assez haute et ensuite toute une partie ici en plastique et encore des réflecteurs à cet endroit-là. D'ailleurs, les clignotants, je n'ai pas vu, bougez pas. Les clignotants sont donc ici tout en bas. J'aurais bien aimé peut-être qu'ils soient défilants comme on a un très long bandeau ici. Et certains d'entre vous, je les entends déjà venir, me dire Nico, ils sont encore assez bas les clignotants et comme sur le Tucson. Et oui, mais normalement au permis, on apprend à faire en sorte de, lorsqu'on s'arrête, eh bien de voir les roues arrière du véhicule. Ouais, normalement, on n'est pas censé se coller trop proche des voitures. Et sur l'avant, c'est tout le H qui s'allume. Alors, je trouve ça plutôt cool. Par contre, moi, je suis moins fan lorsqu'une lumière s'éteint pour être remplacée par une autre. Bon, puisque c'est un grand véhicule, parlons également du coffre. Donc, ça s'ouvre automatiquement. Alors, attention à laisser un petit peu d'espace parce qu'on a... Là, on est là, la voiture. On a ça supplémentaire à rajouter pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse s'ouvrir. Ça, une petite astuce sur la caméra. Donc 621 litres. Ça laisse pas mal d'espace. Alors là, il y a le câble ici à l'intérieur de cette boîte avec des petits scratchs qui est fait justement pour faire en sorte que les câbles ne bougent pas à l'intérieur. Alors hop, j'ai bougé mes affaires, mon ordi, mon sac. On a défilé également en option si l'on souhaite. Hop là. 621 litres, qu'est-ce que ça représente? Alors ça, on a ça encore. Alors on peut vraiment mettre pas mal de choses. Là, alors, regardez, même si on s'assoit, je pense on rentre à 3 déjà en latéral alors qu'il y a la plage ici arrière. Ça laisse beaucoup d'espace. On a une lumière ici sur le haut. On a les deux ceintures ici puisque au rang 3, on va voir ce que ça donne. La plage ici, alors ça, il faut l'enlever si je veux accéder à mon rang 3, hop, alors ça, et normalement il me semble qu'on peut la laisser ici à l'arrière. Ah bah non, on dirait pas. Bah non, bah ça, en fait, voilà, a plus besoin. Si je veux aller chercher mon rang 3, alors je vais ranger à peu près bien mes affaires. Ici, on a une petite cachette où on a juste l'anneau de remorquage et le kit anti-crevaison. Ensuite, j'ai des lanières ici qui me permettent de relever les banquettes à l'arrière. Alors par contre, ensuite, une fois que vous avez relevé ça, le coffre est devenu par contre vraiment rikiki. Il y a très peu de voitures, cette place où on a de l'espace de coffre. Et j'avoue que là, vous voyez les sacs comme ça, je pense pas qu'on puisse mettre à peu... Non, je pense pas, parce que ça c'est dur. Pas de bagage cabine, il faudra des sacs souples si vous partez à 7. Et c'est pour ça également qu'il y a les barres de toit pour pouvoir y mettre un coffre de toit. Bon, pour aller à l'école et autres, c'est différent. Mais pour partir en vacances, coffre de toit obligatoire. Bon allez, venez à l'intérieur, je vous montre à quoi ça ressemble. Et est-ce que c'est facile d'aller s'y installer? Alors, au niveau des places arrière, ce que je vais faire, c'est tout de suite vous montrer d'abord le troisième rang. Donc je l'ai relevé là-bas. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des boutons, c'est un petit peu électrique partout. J'appuie, hop, et ça s'avance. Alors, je peux le rebouger un petit peu. J'ai de quoi mettre un pied ici, ensuite rentrer la deuxième jambe. Alors, ça va, même au niveau de la hauteur pour passer le dos, c'est plutôt correct, c'est assez spacieux. Je viens retirer ça ici, hop, et ça recoulisse. Alors là, il s'est mis dans cette position très verticale. Il faudra le régler un petit peu lorsqu'on est passager. Donc hop, on a une petite tirette et on peut le régler sur plein de positions. Alors je le remets en position adéquate pour qu'il ait un petit peu de la place à l'arrière.
Ah non. Donc si je rappuie sur ce bouton, ça fait que ça. Hop. Ah. C'est pas facile en étant tout seul. Alors, bougez pas, je vais le reculer un petit peu. Faire en sorte que lui, il ait de la place pour ses genoux. Donc moi, Nicolas, 1m80. Adulte de taille standard, je pense, 1m80. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre taille, ça pourrait être intéressant. Ce qui est bien, c'est que la banquette n'est pas trop basse. Donc j'ai un peu de place. Au niveau de la tête, c'est ultra spacieux. On a un pavillon ici, super doux, hyper grand. On voit que c'est très long comme voiture. J'ai de la place aux genoux encore, ça passe. J'ai de la place pour les pieds entre moi et le siège. Alors, je ne ferai peut-être pas 12 heures de route ici, mais une petite heure, ça ne me gênerait pas parce qu'on a des accoudoirs sur les côtés. Chaque personne a deux porte-gobelets ici, même les passagers du rang 2. On a prise USB-C ici, prise USB-C ici, prise 220 volts ici, donc je peux brancher ordinateur, tablette, même une télévision si je veux. J'ai la climatisation rang 3. On a des haut-parleurs également chacun. On a de l'Alcantara ici en blanc magnifique. Les ceintures sont sur les côtés. On a deux petites accroches sur les côtés ici dans ces sièges. Si je veux mettre un petit sac à main ou autre. On a fixation top taser et isofix sur le rang 3. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 sièges bébés possibles. Et pareil, même pour mettre les sièges bébés ici, vous avez de la place et vous pourrez installer le bébé. Alors, ce ne sera pas aussi facile que le rang 2, mais il y a quand même pas mal d'espace pour pouvoir l'amener à cet endroit-là. Une petite LED également ici, donc qui sert un petit peu à l'avant et à moi, ou sinon tout à l'arrière. Les appuis-têtes sont bien et j'ai de quoi me reposer. La banquette est assez inclinée vers l'arrière, ce qui permet d'avoir de la place pour le dos et pas être trop droit. Franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Ça, c'est une bonne 7 places. Il en manque des voitures 7 places. D'ailleurs, à votre avis, qu'est-ce qui ferait concurrence à ce Santa Fe? Bon, et pour ressortir, je rappuie sur mon petit bouton, et hop, ça s'avance, je coulisse au max, et je peux ressortir. Allez, maintenant, découvrons les places du rang 2. Donc, on a une grande porte, elle fait bien 1 mètre, elle s'ouvre assez large, ce qui permet d'avoir une bonne entrée, même pour les sièges bébés et autres, c'est assez facile de venir l'insérer. Portière très bien finie, des belles finitions, on peut avoir du beau cuir Nappa. On a le rideau ici, les finitions, des surpiqûres, une sorte de bois qui est très doux. Franchement, c'est très sympa. Toujours les sièges chauffants sur les deux sièges arrière également disponibles. Double porte-gobelet ici, comme je vous disais, plus un porte-bouteille ici. Ensuite, tout le bas ici, cette partie est en plastique dur, mais tout ce qu'on voit, c'est de très bonne qualité. Je rentre facilement, pareil, j'ai beaucoup d'espace. Je n'ai pas besoin de me pencher beaucoup. Pourtant, je suis 1m80. Et là, c'est très agréable. Je viens fermer ma portière. Sono Bose sur le bas, sono de bonne qualité. Et là, l'espace que j'ai, c'est ultra généreux. Franchement, je pourrais presque avoir les jambes presque tendues. Alors, j'ai de la place pour passer mes pieds sous le siège. Au niveau du dossier, alors ce qui est bien chez Hyundai, c'est qu'il est inclinable sur de là. Alors, personne ne va rouler comme ça, sauf pour dépanner. Là. Il y a énormément de positions. Et le truc, c'est qu'on peut aller jusqu'à très loin. Alors, j'ai, je pense, jamais vu une banquette arrière, à part dans une classe S Maybach, qui s'inclinait autant que ça à l'arrière. Et là, véridique, hein, je peux dormir. Pourtant, moi, je dors pas souvent en voiture. S'ils avaient mis les petits trucs comme chez Skoda, là, sur le côté, ça aurait été parfait. Genre, allez, salut. Surtout, je me suis levé tôt ce matin encore. Hop, accoudoir juste ici. Et comme vous pouvez voir, on est en 2 tiers, 1 tiers. Donc, ça me permet de coulisser cette banquette. Elle coulisse très bien. Elle va jusqu'à 2 cm à peu près d'ici. Et alors, elle se bloque pas. Là, ici, ils se sont dit, bah non, ça sert à rien parce que personne ne va être comme ça. Et ben franchement, regardez, si j'incline un petit peu ma banquette en arrière, même si j'étais tout à l'avant, j'ai l'impression d'être dans une petite Dacia Spring. Mais par contre, à l'arrière, ils auraient eu énormément d'espace. Donc, la banquette s'arrête ici et ça nous laisse en gros une dizaine de centimètres de marge, ce qui est déjà pas mal. Mais on peut avancer beaucoup plus si on a besoin de charger un gros meuble à l'arrière ou des vélos ou autre, ce qui est quand même vraiment pas mal. L'accoudoir ici bascule avec cette partie, donc il peut être plus ou moins relevé. Et également, vous pouvez voir, alors je ne sais pas si vous voyez, mais l'assise bouge également un petit peu selon l'inclinaison. Hop.
l'assise est à plat. Lorsque je suis assis comme ça, j'ai assez bon maintien même derrière les cuisses. On a des poignées sur les côtés, une petite LED également de chaque côté. C'est plutôt spacieux, c'est très généreux. On a de la place, on a une boîte à gants spécialement pour nous à l'arrière ici. On peut profiter également de la couloir centrale qui se soulève pour aller ranger nos petits trucs. On a deux petits crochets ici. Des haches au niveau des sièges ici, deux ports USB-C sur les sièges. Ils ont supprimé le petit truc pour le réglage du siège passager parce qu'au final, ils se sont rendus compte que ça servait à rien. C'était juste rigolo un petit peu au début. Les poches ici, donc, qui sont des poches en dur avec deux élastiques. Et la place du milieu, qu'est-ce que ça va donner ça? Donc ça, c'est alors celle-là est montée sur du dur, ça sur une lanière. On a un plancher quasiment plat, on a juste une toute petite bosse ici qui au final s'aligne avec l'épaisseur des tapis sur les côtés. Et cette place, ah oui, là c'est beaucoup plus dur, je bouge cette lanière. Ok, alors ça c'est pas la place la plus confortable. Personnellement, je pense que je préférais aller m'asseoir à l'arrière plutôt que d'être sur cette place centrale. Donc au cas où vous êtes 6 dans la voiture, il faudra mieux faire 2, 2 et 2. Ce sera plus sympa. Sauf si la personne aime bien être un petit peu plus à l'avant, même si moi j'avoue je ne suis pas très fan d'être tout à l'arrière, mais c'est limite plus spacieux et plus confortable que cet endroit-là. Le dossier est très dur. Par contre, j'ai de la place pour les pieds. Mon 44 passe ici sans problème. Au niveau des genoux, c'est ultra généreux. Je suis assis un petit peu plus haut par rapport à ces sièges-là et ceux-là. Donc ça me permet de dominer un petit peu. Et il manque le toit vitré panoramique qui est une option. Ils n'ont pas eu sur ces modèles aujourd'hui. Mais sinon, c'est disponible. Et là, ça aurait amené un petit peu plus de luminosité. Mais en tout cas, c'est très généreux. Donc autant en rang 3, rang 2, c'est parfait. Maintenant, je vous emmène découvrir les nouveautés également au rang 1. Allez, c'est parti, je vous emmène faire le tour comme ça, comme d'habitude, de cette voiture. Alors vous inquiétez pas pour les phares, c'est juste le taux de rafraîchissement, comme vous connaissez maintenant, sur les caméras. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment un très gros bébé. On dirait vraiment une voiture faite pour les États-Unis surtout. Alors je pense que c'était prévu pour. Là on voit bien cette coupe franche sur l'arrière qui nous donne ce style incomparable. L'arrière. Là j'ai vraiment l'impression que c'est un van. Dites-moi si c'est moi ou si vous pensez la même chose. Et cet arrière, j'aime bien le côté, j'aime bien l'avant. L'arrière, je sais pas. Non. Et allez, allons découvrir la partie avant. Donc des grosses poignées également. On sent que voilà, il y a de quoi l'emmener. À l'avant, une portière comme à l'arrière, donc des belles textures sur le haut. C'est une finition exécutive que j'ai d'ailleurs aujourd'hui. La partie bois, alors c'est pareil, c'est doux, c'est très agréable. La poignée, mémorisation des sièges sur 2 positions. Ensuite, ça on connaît chez Hyundai. En version noire ici, verrouillage pour les fenêtres arrière, verrouillage de la voiture, les fenêtres ici, les rétroviseurs. Ensuite, une grosse porte où on peut bien l'attraper et justement tirer. C'est moussé également ici au niveau de la couloir. Et ensuite, du plastique dur sur cette partie-là et qui revient juste ici. Sonobose également sur cette version. On retrouve sur les seuils de porte également le petit H ici. On retrouvera également sur les sièges, donc aux extrémités des barres, les H, un petit peu, ça fait une sorte de calandre ici. Limite, ça se serait éliminé, ça aurait été fun. Bon, ça coûterait un petit peu plus cher. On a un petit rappel Santa Fe sur cette petite partie cuir également. Donc, comme je dis, on peut avoir du vrai cuir chez Hyundai encore. Sur le bas, on retrouve les sièges électriques, double pédale puisque version boîte automatique seulement, il n'y aura pas de boîte manuelle. Également, le gros repose-pied sur la gauche. Et voilà une petite idée. Et je vais venir m'insérer à l'intérieur. Alors, hop, je vais me reculer au maximum. Tac. Et à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer. Ici, on le voit un petit peu. On peut voir qu'on a en H également les rubans LED. Donc là, on peut voir que c'est illuminé. Donc, petite signature lumineuse à l'intérieur qui retraverse également là et qui finit en H là-bas. Alors, je vais malheureusement pas pouvoir vous faire une vidéo de nuit, mais ça vous fait déjà un petit aperçu de ce qu'on peut voir. Le volant bien rond. Merci Hyundai d'avoir fait un volant bien rond. Ça manque de plus en plus les volants ronds. D'ailleurs, je vais me reculer encore un petit peu plus pour vous donner la meilleure visibilité sur cet intérieur. On a toujours ces commandes comme on connaît chez Hyundai. Donc à gauche, les aides à la conduite et faire défiler les menus qu'on va avoir de ce côté-là. On peut faire défiler
plusieurs options, les aides à la conduite, la boussole, etc. Et ensuite les infos du véhicule, les pressions des pneus, la puissance, le mode ralenti, l'autonomie qui me reste en batterie ou en essence. Et de ce côté-là, ça va être les radios, la touche favori que je peux personnaliser, décrocher au téléphone, commande vocale et la musique juste ici. Au niveau du volant, donc là, vous pouvez voir, il y a les 4 points puisque en morse, ça veut dire H. Voilà, c'est le langage en morse. Alors, ils ne sont pas illuminés comme dans la Ioniq 6, par exemple. On retrouve une caméra derrière, donc ça, il ne faudra pas oublier de désactiver. Donc là, vous voyez, voilà, ça vient de s'afficher. Les LED infrarouges avec une caméra au centre. Donc, n'hésitez pas à désactiver ça parce que ça va sonner des fois un petit peu pour rien. Ce sera dans les menus, je vous montre juste après. Ensuite, derrière, on retrouve de ce côté-là les essuie-glaces et de ce côté-là, pour les feux, appel de phare comme ça, clignotant. Le mode auto et l'anti-brouillard juste ici. On a 2 palettes derrière le volant, donc qui nous permettront soit en mode éco d'avoir 3 niveaux de recharge, soit en mode sport d'avoir la boîte de vitesse avec la boîte 6 rapports. Et ensuite, pour passer les rapports, maintenant, c'est ici, comme dans les Ioniq. Donc, pied sur le frein, la voiture est démarrée, vers l'avant. Ah non, je la démarre. Voilà, quand il y a le ready, c'est qu'elle est ready. Vers l'avant, je suis en drive, et là c'est parti. Je peux avancer. Touche parking ici et reculer. Je tire comme ça et ça m'affiche les caméras de recul. Et comme vous pouvez voir, belle caméra de recul avec les caméras 360 degrés. Je vous parlais tout à l'heure du coffre. Lorsque la ligne rouge arrive à un mur ou à une voiture, si c'est à l'intérieur de la ligne rouge par ici, vous ne pourrez pas ouvrir le coffre. Si c'est derrière, tout est bon. Et on peut faire également ça, la petite option qui est vraiment très très cool pour voir tout autour. Ça, c'est le truc qui m'éclate toujours. Même si ça fait quand même déjà quelques années que ça existe, je trouve ça toujours sympa. Et la touche parking, juste ici. Double écran, donc c'est les mêmes écrans qu'avant, mais par contre, regardez, cette fois-ci, c'est devenu incurvé. D'ailleurs, ça reprend un petit peu ce que BMW fait avec son curve display. C'est un petit peu le même style. Je trouve ça plus joli. Le fait que ce soit incliné un petit peu plus vers moi, ça me donne encore plus cette sensation de j'ai acheté cette voiture, elle est à moi, tout est vers moi. Mais en même temps, en tant que passager, c'est juste un petit peu incliné, mais ensuite j'ai cette partie qui est vraiment partagée, mais on a accès facilement également lorsqu'on est passager à cet écran. On a un affichage tête haute, donc l'écran qui est ici, là vous pouvez voir en tout petit à l'intérieur, j'espère. Sono Bose ici, pareil là c'est en Alcantara, c'est super doux, c'est magnifique. Pendant qu'on est sur le haut, je fais rarement par le haut comme ça, mais le rétroviseur ici, alors ce qui est top, c'est ça là, regardez. La finesse, je trouve ça vraiment top, c'est rare, j'ai jamais vu ça aussi fin sur les extrémités. La touche SOS sur le haut, qu'on retrouvera juste ici. Ensuite, on aura les LED, alors on appuie en sensitif ici, je peux allumer le tout de la voiture et ensuite savoir si ça s'allume lorsque j'ouvre les portes ou pas. Là, on a les gros pare-soleil, alors ils sont très généreux, regardez la taille, tout comme le miroir. J'ai l'impression d'avoir un miroir de salle de bain tellement il est grand. Et ensuite, on allume seulement, si on veut, sur le haut. Pareil, on peut refermer. Voilà. Et là, de quoi mettre sa carte. Alors, est-ce qu'il va sur le côté, celui-là, il coulisse ou pas? Et en plus, il coulisse. Ça, c'est pas toutes les marques qui font. Faire en sorte que ça coulisse, qu'on a le soleil vraiment dans le coin ici. Très très bien. Ça, c'est le genre de petits détails que j'aime bien. Ensuite, sur le bas, ici, donc on a de quoi régler la hauteur des phares avant, ouvrir le coffre si on souhaite, désactiver le SP, ouvrir la trappe à essence, et ça, c'est le frein de parking, donc le frein à main, la boîte à fusible. Juste en dessous, ensuite, on a cette partie-là qui ressemble à ce qu'on a dans les Ioniq. L'écran, donc je viens de vous en parler. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur et électriquement en plus. Donc on sent qu'on a une voiture assez haut de gamme. Les écrans, donc petite évolution au niveau du système. Donc c'est une nouvelle affichage. On peut voir que c'est plutôt réactif. On a le CarPlay disponible en sans fil, l'Android Auto également. Moi, je l'ai laissé en téléphone, mais avec projection du téléphone ici. On peut mettre mode lavage du véhicule, la météo, on a quelques widgets qu'on peut télécharger et le manuel téléphone, le Bluetooth, la carte ici, si je veux, le GPS. Je peux me remettre dans le GPS juste ici. Ça marche plutôt bien. Après, j'avoue que moi, je marche beaucoup avec le CarPlay. Surtout, on a des raccourcis toujours si on chope le haut. Voilà. On peut éteindre l'écran, la luminosité, laisser en auto, le guidage, etc. Donc les petits trucs de base. Et ce qu'il faut absolument personnaliser, c'est la touche ici, étoile, où on personnalise pour pouvoir faire en sorte de désactiver les bips ici de limitation de vitesse et l'avertissement d'attention du conducteur. Donc pour désactiver,
je touche ici, ou limitation de vitesse, et ensuite il faut aller là, il faut aller sur désactiver, et retour en arrière. Et pareil pour ça, il faut le faire ici, et retour en arrière. Et ensuite, donc là, on a nos aides qui sont ici. Là, et je retourne à la page d'accueil. Si ça vous intéresse, je vous referai une vidéo dédiée à tous ces systèmes embarqués. Je vous l'avais déjà fait à l'époque, vous aviez bien aimé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je le refasse. Le bouton ici pour démarrer la voiture. Donc on peut voir le bandeau lumineux ici. Ensuite, cette partie pour la climatisation et les médias, donc qui a changé de place avec un nouveau design. On le verra également dans le Tucson. La musique est juste ici, les raccourcis Home, Map, Search, Média, changer de musique, la touche qu'on peut personnaliser et Setup pour avoir les réglages de la voiture, donc tout de suite aller dans les réglages, changer de musique également de ce côté-là. Là, je vais me rallumer la climatisation bizone, donc on peut voir que ça a également changé de ce côté-là. Je peux synchroniser les deux si j'appuie et comme ça, quand je change celui-ci, ça change de l'autre côté également. Je vais mettre 21, c'est bien, moi j'aime bien 21. Siège chauffant et réfrigéré, donc on peut le voir, donc maintenant ça a changé également vers le bas et vers le haut pour aller en chauffant, donc ça m'affiche différent. Je peux mettre la climatisation que pour le chauffeur, le volant chauffant, plus fort, moins fort pour la climatisation ici, où est-ce que je veux me faire ventiler, est-ce que je veux avant et arrière, et siège passager. La clim, le recyclage, des embuages. Ensuite le auto-hold, ça c'est très pratique pour dans les bouchons, ou même en ville, ça c'est drive ou terrain. Donc si je lève, donc je vais avoir 3 modes maintenant, Eco, Sport et My Drive que je peux personnaliser. Et lorsque j'appuie dessus, je vais passer dans terrain, Snow, Mud et Sand. Et oui, parce que, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est une version 4 roues motrices et dans tous les cas, elle sera 4 roues motrices permanente. C'est un arbre de transmission qui va à l'arrière. Ce n'est pas juste un moteur électrique à l'arrière, 4 roues motrices tout le temps. Sinon, elle peut jouer en traction à partir du moment où il y a besoin. 4 roues motrices, c'est géré électroniquement. Ensuite, la touche EV, HEV, si je veux rouler en 100% électrique ou si je veux être en hybride. Ensuite, le Hill Control descente, si on a une très grosse descente, et les caméras que je peux activer juste ici. Hop, non, ça, remets les caméras. Voilà. Et oui, parce qu'il me propose le stationnement automatique, mais je veux juste les caméras. Et ensuite, à côté, les bip-bip de parking que je peux désactiver. Plus bas, double chargeur par induction, très bien, ça c'est vraiment top parce que de nos jours beaucoup de téléphones font charge par induction, surtout quand on achète une voiture à entre 60 et 70 000 euros, on a assez d'argent pour s'acheter un téléphone récent pour pouvoir le charger par induction. Et là on aura le chargement qui fera tac 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 tout le temps pour vous confirmer qu'il recharge. Ensuite on a toujours 2 ports USB-C, on pourra choisir soit de faire que de la charge, soit celui-ci charge plus connectivité, ou celui-ci qui sera que en charge, plus le chargement par induction. Double porte-gobelet ici, la clé de la voiture, elle est juste ici, elle ressemble à ça. On a toujours la sortie de parking, lorsqu'elle est garée entre 2 voitures assez serrées, on peut la déverrouiller, plus l'ouverture de coffre, et voici donc la clé de chez Hyundai. De ce côté-là, la coudoir qui s'ouvrait de l'arrière, mais que je peux ouvrir également de l'avant. Ils ont été gentils, ils nous ont mis des petits pompons aujourd'hui, avec les petits kikis. Voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Et ça, c'est une boîte que je peux enlever. Et on peut voir que ça va beaucoup plus profond. Alors là, regardez la générosité. Regardez mon bras. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça s'enfonce vraiment. C'est très spacieux. Et j'avoue que si je n'avais pas tiré cette boîte, j'aurais jamais su que ça allait si profond. Et là, donc cette partie un petit peu moussée. Par contre, les côtés sont extrêmement durs. C'est juste du cuir mis sur une partie plastique. J'aurais bien aimé que ce soit un peu moussé ici, un petit peu comme là. Les sièges, je vous ai montré, donc les ports USB-C pour recharger lorsqu'on est à l'arrière ici, et donc l'ouverture, si j'appuie ici, eh bien on peut lever de l'arrière si on est à l'arrière. Autre chose très sympa, c'est qu'on a une boîte à gants ici. Donc là, on peut voir, alors c'est assez fin, ça permet de ranger une feuille A4 comme ça, pliée en 2 sur sa partie horizontale. Il faut savoir, c'est que dans la version la plus haut de gamme, parce que cette voiture a été développée pendant le Covid, ils se sont dit, on va mettre un truc UV pour enlever les microbes. Si vous mettez votre téléphone là, sur la partie seulement la calligraphie, la plus haut de gamme, quand vous mettez votre téléphone ou des choses à l'intérieur, ça va désinfecter grâce aux UV et tuer tous les microbes. Ça c'est plutôt cool. Ensuite, on retrouve du H également ici, là, on le voit, hop, là-bas, le H, donc sur cette partie aérateur, donc on a 3 aérateurs à cet endroit-là. On a encore du rangement ici, donc ça fait un rangement là, et également rangement dans la boîte à gants. Donc là,
on pourrait pas dire il n'y a pas de quoi ranger tous les téléphones, etc. Ce sera quand même plutôt pratique. Et également dans les portes, bah, c'est assez généreux et c'est pareil, hein, dans les portes, les bacs sont spacieux. Et en plus, attendez, bougez pas parce que j'ai encore oublié ça. Cette partie en bas où on a prise 12 volts juste ici, plus un bac assez généreux avec une sorte de petit caoutchouc qui grippe un peu et les câbles de quoi connecter si on veut. Mais les câbles ne sont pas obligatoires puisqu'on a le double chargeur par induction. Mais moi je préfère mettre mon téléphone en câble. Je sais pas, c'est comme ça je préfère. Et ça charge plus vite également. Voilà pour tout l'intérieur de ce nouveau Santa Fe. C'est parti maintenant, on va sur route l'essayer, voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour moi à bord de ce Santa Fe. On va le faire en mode électrique. Donc la batterie est chargée à 100%. Je vais remettre à zéro toutes mes informations. Donc depuis le dernier plein, depuis la réinitialisation comme ça. Et comme ça on pourra se faire un petit mixte après, voir ce que ça donne. Donc drive. Là, je suis en drive. Comme la batterie est chargée, on est en élec. On démarre maintenant en mode éco, comme je vous disais, puisque on n'a plus le mode normal. Le mode éco sera le mode par défaut. On a le auto hold et c'est parti. On part donc vraiment en silence. Alors, ce que je vais faire, c'est également baisser la ventilation. Comme ça, ce sera plus silencieux. Parce que sinon, c'est vrai que comme on a une voiture très silencieuse, on entend vite des bruits aux alentours. On commence sur du petit chemin ici. Bye bye les copains de chez Hyundai. Donc grosse voiture, mais pas difficile à prendre en main. Le côté électrique est toujours très agréable. Suspension également. Alors, on va voir les bips que je vais désactiver tout de suite. Je vais appuyer sur ma petite touche juste là, désactiver l'imitation de vitesse. Il faut ensuite après faire glisser, aller à désactiver, ensuite retourner en arrière, enlever les assistants d'alerte conducteur, démarrer, annuler, supprimer, assistant de conduite, ça on peut garder. Et ça c'est le truc assez embêtant qu'il faut faire à chaque fois. Alors il y a certaines marques qui sont top parce qu'ils ont mis plein de raccourcis. Là malheureusement pas de raccourcis. Là on est en montée. En électrique, ça le fait, hein, dans tous les cas, on a pas mal de puissance, quasiment une centaine de chevaux en 100% élec. Chaque fois qu'on s'arrête, silence total, j'ai le auto hold également, et je repars gentiment. C'est une voiture qui est 4 roues motrices, on a un vrai arbre de transmission à l'arrière, et on va se mettre tout de suite, on arrive, on part sur des petites routes de campagne, on va traverser quelques villages, le côté agréable de l'électrique. Alors, donc là on n'est pas loin de Mâcon et je vais me rendre jusqu'à Lyon voir l'autonomie que j'ai en 100% électrique. Alors je pense qu'on était à 98% à peu près, elle n'était pas chargée à 100% exactement, mais on va pas pinailler pour un petit kilomètre. Donc je crois que j'ai 54 km à réaliser, donc il va y avoir du mix, on va faire bout d'autoroute. Sur l'autoroute je vais me mettre à différentes vitesses et également je referai sur le retour en thermique. Parce que normalement on peut rouler en 100% électrique, même à haute vitesse. Alors on a une belle route ici, c'est très joli comme environnement. Lorsque je freine toujours d'abord un petit peu en électrique. Alors ça c'est parce qu'il a vu qu'il y avait une voiture devant, donc il a eu peur, mais elle était garée sur le côté. Au niveau de la direction ça va, c'est plaisant. On sent qu'on est quand même dans un bel engin, hein. C'est assez large, on est positionné bien haut, on a un capot très à plat, on a l'impression de conduire un vrai 4x4. J'aime bien, c'est ce rétroviseur ici, donc fin et pareil, l'épaisseur est sympa, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude. Et j'ai une belle visibilité sur l'arrière. Là je suis à 90, 95 même, je suis un petit peu au-dessus. Ça reste très agréable. À travers ces champs, alors je sais pas si c'est de la vigne par ici vers Mâcon. Il va y avoir un dodane. Le volant est très agréable, il est doux. On a du vrai cuir encore chez Hyundai, comparé à plein d'autres marques qui font que du cuir vegan recyclé. C'est plutôt confortable, ça rebondit un poil. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une voiture 7 places, donc la suspension est réglée différemment, hein, puisqu'on peut mettre 7 personnes dedans, 7 adultes. Donc forcément, lorsqu'on est 7, même si on fait 70 kg chacun, ça rajoute pas mal de poids. Là, sachant que je suis tout seul, la suspension rebondit un petit peu plus parce que les ressorts sont réglés poil plus dur pour une grosse voiture, mais c'est pas du tout inconfortable. Un virage, elle s'appuie un peu. Quand
on fait ça, on sent que ça se veut quand même un minimum confortable. Et là sur un petit peu plus dynamique, ça tourne bien. Ouais, c'est agréable. Dans les sièges plutôt bien maintenus. Ici là ce bourrelet ressort assez pour faire en sorte que ça me garde bien dans le siège. Alors j'arrive à Belleville en Beaujolais. On va se faire le côté en ville. Alors ce que j'aime bien également, c'est toujours assez clignotant qui montre le trottoir, également l'angle mort s'il y a un vélo ou s'il y a quelqu'un. Ça reste le vrai plus. Pour la ville, le fait que ce soit une hybride rechargeable, c'est un vrai plus. Parce que ça permet d'avoir ce côté très agréable, super silencieux. Et on roule gentiment. Il est plutôt facile à manier, même s'il est gros. Je trouve qu'on prend vite ses repères. L'avantage c'est que comme il est tout carré, on voit exactement où s'arrête l'arrière, on voit exactement où s'arrête l'avant. C'est plutôt pas mal. Même si je réaccélère un peu plus fort, ça fonctionne plutôt bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la boîte de vitesse passe quand même les rapports, même si on est en électrique. Donc on a quand même une sensation de passage de rapport en électrique, puisque ça passe vraiment le rapport. Donc là par exemple, là, hop, une sorte de petite coupure, c'est une boîte double embrayage, mais ça change de rapport et donc ça fait un en élec. Donc ce sera en thermique et en électrique. J'aimerais bien savoir s'il y a un ingénieur parmi vous qui s'y connaît là-dedans. Est-ce qu'il est plus intéressant de faire ça avec une boîte de vitesse comme ça, avec plusieurs rapports, où justement la démultiplication facilite le décollage de la voiture au départ, ou est-ce qu'il est plus intéressant d'avoir un seul rapport avec un moteur qui peut tourner jusqu'à beaucoup plus vite, mais par contre qui a en fait qu'une seule vitesse? Il faudrait que je pose la question. Là on n'a pas d'ingénieur sous la main, mais je pense que ça pourrait être intéressant comme réflexion. Alors, on va faire un petit peu de départemental avant de prendre l'autoroute. Donc là, j'ai fait de la ville pour le moment, 12 km. Je sais pas ce qu'il me reste comme batterie, c'est pas indiqué en pourcentage ici. Donc ce que je vais faire, c'est surtout me mettre mes aides à la conduite. Donc, je veux ça, volant automatique. On va se faire un petit bout de 70 pour commencer. Donc centrage de voie, régulateur adaptatif, tout ça. C'est plutôt pas mal. Ça fonctionne bien. On a l'habitude, chez Hyundai, ils savent faire également. 70 en 100% électrique, c'est agréable. Même lorsqu'il y a des gens qui doublent, on n'entend pas trop. On a dans l'affichage tête haute l'affichage des angles morts. On est bien, c'est spacieux. Ça, non, c'est dommage que cet accoudoir ne s'avance pas, mais comme il s'ouvre des deux côtés, ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué. Allez, on se met à 80. Donc je reste appuyé, ça monte de 10 en 10. Ça y va progressivement, c'est simple, c'est smooth. On a un goudron qui est relativement propre ici, c'est les goudrons récents. Ouais, ça fait du bien, c'est plaisant. J'ai peut-être un petit peu l'impression que les sièges sont un petit peu fermes. Après il y a un bon maintien, siège chauffant, siège ventilé, ça c'est agréable. Un petit peu plus de remontée des bruits de roulement là en changeant de goudron qui est un peu plus vieux. Mais ça reste relativement correct, pas de bruit du vent du tout à 80. Et dans ces conditions là, on va pouvoir faire un petit peu plus de trajet parce que là ça consomme très peu d'électricité. Là ça passe en zone à 90, je vais faire un petit bout à 90, donc je reste appuyé, hop, 90, ça accélère plutôt fluide. Très peu de changements entre 70, 80 et 90. On n'a pas de double vitrage. Ah si, il y a un léger feuilletage au niveau des vitres. On va faire un petit peu d'autoroute en 100% électrique puisqu'on peut. Il reste 36 km pour aller à Lyon. Je suis un petit peu en dessous des 75% de batterie. On va voir ce que ça donne. Alors, hop, en virage comme ici, c'est plutôt bien. Je suis bien maintenu dans les sièges. C'est bien, on arrive sur l'autoroute directement, on est prévenu. Petit radar, donc on va faire gaffe. Alors, je suis déjà à 90, en fait, ça roule tellement bien. On sent que c'est une grosse voiture qui s'est fait pour rouler également. On double, normalement on est à 130 sur l'autoroute. On va faire gaffe quand même. Donc là ça me prévient qu'il y a une voiture sur le côté. On va faire un petit bout à 110 déjà pour commencer.
Alors là, il me dit le HDA navigation, donc là il lit les panneaux sur autoroute, il s'adapte normalement à 110, 130, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qui est dommage chez Hyundai, c'est que ça le fait que sur l'autoroute et ça le fait pas sur toutes les routes. Donc là je suis toujours en électrique, on peut rouler jusqu'à 135 km/h en 100% électrique, donc ça reste quand même assez avantageux. On entend très légèrement les camions. Ça reste plutôt bien insonorisé. Les bruits du vent sont relativement bien contenus. Pourtant, ça souffle un petit peu aujourd'hui vu la météo qu'on a. Je vais me mettre à 130. Elle reste en EV. Puisque je suis toujours en mode éco. Hop, allez, on oublie ici. Exiting speed enforcement zone. Alors à partir de 125-126, j'ai commencé à entendre un petit peu le bruit du vent. Il y a tout de suite une carte de péage là direct. Et bien. Donc à 130, il y a des bruits du vent mais qui sont légers. On sent qu'en fait on est dans un gros bateau qui se déplace et qui fait en sorte que forcément il y a un petit peu de bruit du vent. Donc là ça repasse à 110 direct. Alors c'était pas très long ce petit bout de 130. Chaque fois que je ralentis, ça régénère de l'énergie. Qu'est-ce que mon ticket de 1000 €? Parce que c'est déjà un péage. C'est plutôt agréable à 130. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez rouler à 130 km/h en électrique, vous allez consommer vraiment beaucoup plus d'énergie. Vous vous rendez compte, pour ce que je viens de faire, c'est 3,10 €. Alors là par contre pour moi c'est clairement du racket, du vol total. 3,10 € pour ça, je trouve ça vraiment abusé. Parce que ça m'a peut-être fait gagner 5 minutes. Je trouve ça un petit peu abusé. Ah mince, je devais faire mon 0 à 100. Hop, bougez pas, je m'arrête, il n'y a personne derrière. Allez, c'est parti. Juste en élec, sans appuyer trop fort. 30, 40, 50, ça passe les rapports. 60, 70, 80, 90 et 100. Donc on voit qu'en élec, en mode éco, ça reste quand même plutôt correct. Allez, je m'en mets au régulateur, 130 et je me refais conduire un petit peu puisque comme je vous disais, moi j'ai toutes mes aides à conduite. Moi je trouve ça vraiment bien et le fait que j'ai l'affichage tête haute, ça reste un vrai plus. Allez, je viens d'arriver à 50% de batterie à 31,5 km en ayant fait donc un petit peu de mix comme ça. Je pense que si j'avais pas fait l'autoroute, on serait aux alentours de 35 km, donc ce qui pourrait faire un 70 au total, ce qui serait relativement bien. Bon alors, en ayant fait pas mal d'autoroute, la batterie s'est terminée, donc elle n'arrive jamais à 0 exactement. Là je suis en descente sur phase de ralentissement parce qu'il y avait un petit bouchon devant. J'ai fait 48 km avant qu'elle repasse en hybride. Donc là je suis en hybride, et ce qu'il faut savoir c'est qu'en hybride il y a aussi pas mal de phases en électrique. Donc là par exemple, actuellement je suis dans une phase de descente, ça repasse quand même en électrique. Si j'ai besoin d'accélérer un peu plus fort, elle va juste me redémarrer beaucoup plus vite cette fois-ci maintenant le moteur thermique dès qu'il y a besoin. Je viens de remettre à 0 mes consommations, donc cette fois-ci je suis en hybride, je suis en mode éco. L'avantage c'est que le mode éco, on a 3 niveaux de récupération avec les palettes. Ça peut être agréable au quotidien lorsqu'on a l'habitude de voitures électriques. Ça va permettre de créer de la régénération justement à chaque fois que je relâche la pédale et avoir utilisé un petit peu moins la pédale de frein. Donc c'est toujours du freinage électrique lorsque ça régénère. Là je suis en drive, moteur thermique démarré. Je vous avoue, à moins que j'appuie un petit peu plus fort, le moteur est très discret. Régime stabilisé, ça vient de repasser en électrique. Donc comme quoi le mode hybride tourne quand même pas mal et échange assez souvent le côté électrique et thermique. En fait max c'est comme niveau 3, donc imaginons que je mette niveau 0, juste tire la palette moins et ça me fait le niveau 3 de récupération et qui va jusqu'à l'arrêt sans que j'ai besoin de toucher à mes pédales. Et ensuite à l'arrêt, comme j'ai le auto-hold, c'est pas mal. Ah ça c'est cool. Imaginons que je relâche, j'ai envie de me détendre un petit peu les pieds, juste je tire ma palette de gauche, selon comment je connais bien ma voiture, je vais pouvoir anticiper et aller jusqu'à l'arrêt à un feu. Ça se trouve que c'est une option vraiment très cool. Là par exemple je suis en mode électrique, par contre si j'appuie un petit peu plus fort sur la pédale, je sens qu'on a plus de répondants, le moteur va aller monter plus haut dans les tours. Il reste assez longtemps haut dans les tours par contre.
Et ensuite, je peux quand même, si je veux, en mode sport, prendre un petit peu plus de plaisir, c'est jouer avec mes palettes et aller passer mes rapports moi-même. L'idéal après, c'est à vous d'aller l'essayer en concession, je pense. D'ailleurs, vous avez un lien dans la description qui va vous permettre de pouvoir aller l'essayer. Et comme ça, vous pourrez vous en faire un vrai avis. N'hésitez pas à mettre un retour une fois que vous avez essayé cette voiture. Il faut savoir, c'est que même en ville, comme j'ai appuyé sur le petit volant, là par exemple, je touche que à mes pédales et la voiture suit les lignes d'elle-même. Alors il faut faire attention en ville parce qu'il n'y a pas forcément les lignes vraiment partout, mais ça peut m'aider également. Si j'ai pas mis les assistances full, je peux juste faire de l'accélérateur moi-même et le volant qui continue lui de gérer un petit peu son histoire. Donc je sors de la ville et je retourne vers là où je devais aller. Alors à plus haute vitesse, on entend légèrement le moteur, hein. Ce qui est normal, c'est qu'on a un moteur thermique. Ce qui est bien, c'est que chez Hyundai, ils nous laissent le régime tout de même, parce qu'il y a plein de marques qui font en sorte de faire disparaître le régime moteur. Moi, je trouve tout ça toujours intéressant d'avoir le régime moteur. Alors ici, on passe sur une zone où c'est 70. Mes aides à la conduite et je me relaisse conduire. Ça fonctionne également. Le moteur vient de se recouper, il vient de se redémarrer. Donc ça, le côté hybride, à chaque fois que ça ralentit, ELEC, à chaque fois que ça réaccélère, il se redémarre. Et on va voir ce que ça va donner niveau consommation. Pour le moment, en ville, comme j'ai réaccéléré un petit peu, j'ai une moyenne à 7 litres 1. On va voir ce que ça donne sur le long terme. En rond-point, c'est plutôt correct. Comme je disais, on est bien maintenu. Et si je mets un petit peu plus de rythme, ça tient franchement bien. Même sur le changement de côté, la voiture reste plutôt à plat. On sent qu'il y a un petit peu de poids, mais on a des bons pneus. Et ça fait toute la différence également. Elle s'ouvre très peu, même tout à l'heure quand c'était mouillé. Je trouvais ça assez agréable. Allez, je suis revenu où j'étais tout à l'heure, donc sans avoir pris l'autoroute. Donc tout ce que j'ai fait en autoroute tout à l'heure, j'ai fait tout l'inverse cette fois-ci, donc en hybride par des petites routes. Et cette fois-ci, je vais me reprendre la 6, direction Paris, dans l'autre sens, pour voir ce que ça donne en thermique. Faire un choix un petit peu différent, voir également ce que ça donne. Donc là j'ai fait 33,2 km en 51 minutes, moyenne à 5 litres 8 au 100 km. C'est parti pour de l'autoroute. Tiens, la longue courbe, on va voir ce que ça donne un petit peu dynamique sur un virage rapide. Ça tient vraiment pas mal, elle s'écrase pas tant que ça et il faut vraiment y aller avant de faire couiner les pneus. Ouais, c'est pas mal, hein. Allez, on accélère. Hop, on s'insère. 110, 115, 130. Et on est déjà à 130. Donc ça s'insère plutôt pas mal. On a de la puissance, on a ce qu'il faut. C'est largement suffisant. 110. Donc cette fois-ci on est en thermique. Pareil, comme j'ai ralenti, j'étais à 130, c'est repassé en ELEC sur la phase de décélération. Et là, elle redémarre à partir du moment où elle régule sa vitesse. Donc toutes les aides à la conduite également. Comme tout à l'heure, hein, l'insonorisation, etc. Il n'y a pas beaucoup de changements. Les bruits du vent, ce sera la même chose. Le moteur. Donc je suis à 2200 tours. Alors, je peux seulement jouer la récupération d'énergie si je suis en mode éco. Donc si je veux savoir en quelle vitesse je suis, il faut que je me mette en sport. Et en sport, je peux jouer. Donc j'ai une boîte 6 rapports sur cette voiture. Alors, juste les bip bip à chaque fois. Il faut être assez loin de la voiture qu'on double pour pouvoir se rabattre, sinon on va voir l'avertissement d'angle mort. C'est ça à chaque fois, les petits tout. Je vais repasser en mode éco, donc il ne change rien sur l'autoroute entre le mode sport ou le mode éco, ce sera la même chose. Un régime stabilisé, le moteur, ouais, c'est très peu perceptible. Allez, 130, je réaccélère. Franchement, pareil, le bruit du moteur, à moins qu'il fasse vraiment attention sur une zone plane comme ça ici, à régime stabilisé, c'est vraiment pas mal. Les bruits du vent sont relativement bien contenus. Et ça donne vraiment envie de prendre la route et surtout, on voit qu'on a de la place pour amener des copains ou les enfants. Voiture assez plaisante. Alors au final, je vous ai fait un petit bout sur autoroute. La moyenne était remontée à 6 litres 8. Donc on a un petit peu augmenté et j'ai pas fait un très gros bout. Donc on va se refaire un petit débrief par rapport à cette nouvelle Hyundai Santa Fe. Bon, ne me demande pas comment j'ai fini ici, c'est une histoire bien trop compliquée.
Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce nouveau Hyundai Santa Fe? Niveau look, eh bien, plus rien à voir avec l'ancien, qui était déjà une voiture assez atypique. Là, on va dire que c'est poussé encore un petit peu plus haut le curseur, et comme le font surtout Hyundai, quand on regarde le Kona, quand on regarde le Tucson, ils ont vraiment des looks qui changent et en fait impossible de ne pas reconnaître leur voiture. Donc d'un côté, c'est plutôt pas mal niveau style et en fait niveau marketing, parce que on sait que c'est une Hyundai, on va dire, ah, t'as vu la Hyundai, et on est sûr de la reconnaître. Donc pourquoi pas? Après, c'est un petit peu comme l'ancien, ça reste le même châssis, ça reste la même motorisation, juste ils ont baissé un petit peu le moteur thermique pour être au top niveau CO2 et ne pas prendre de malus. Et l'espace qu'il y a à l'intérieur, effectivement, c'est plus généreux au rang 3 et au rang 2, qui était déjà très généreux. Mais là, voilà, moi ce que je vous conseille, c'est juste d'aller faire un test si ça vous plaît. Si vous voulez une voiture 7 places, et ben, moi ce serait un truc que je considérais. Après, le look joue beaucoup aussi dans la partie voiture, donc je serais assez curieux. Mais il faut vraiment le voir en vrai, parce que quand je l'ai vu en photo, je suis genre... Et en vrai, ben, c'est pas pareil. Et il est quand même sacrément imposant. Vous, est-ce que vous seriez pour ce nouveau Santa Fe ou pas? Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine, ce sera sûrement le Tucson. Allez, à bientôt. Ciao.